Tchad, le président Idriss Déby a nommé lundi les membres de son premier gouvernement après la mise en place vendredi de la nouvelle constitution, un gouvernement de 24 ministres et 4 secrétaires d'État. Les Tunisiens et les médias réagissent au lendemain de la massive abstention enregistrée lors des municipales et qui sonne comme un désaveu cuisant pour la classe politique aux manettes depuis le printemps arabe. Et puis au Bénin, les centrales syndicales ont suspendu les mouvements de débrayage qui durent depuis plus de 5 mois dans le secteur public. C'était à l'issue d'une assemblée générale tenue dans les 12 départements du pays. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Tchad, le président Idriss Déby a nommé lundi les membres de son tout premier gouvernement après la mise en place vendredi de la nouvelle constitution pour une 4e république. Ce gouvernement de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, dont 2 ministres d'État, doit encore prêter serment devant le président de la République avant sa prise de fonction. Composé de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, dont 2 ministres d'État, le nouveau gouvernement tchadien, le tout premier de la 4e République, doit encore prêter serment devant le chef de l'État avant sa prise de fonction. Le président Idriss Déby a nommé lundi les membres de cette nouvelle équipe après la mise en place vendredi de la nouvelle constitution pour une 4e République qui instaure un régime présidentiel sans Premier ministre. L'équipe gouvernementale compte 9 femmes conformément aux vœux du président tchadien de favoriser la représentativité des femmes en politique. 10 anciennes personnalités quittent le gouvernement, dont le ministre des Infrastructures, celui des Finances et celui du pétrole. Kassiré Koumakoy, ancien Premier ministre d'Idriss Déby, devient ministre d'État, conseiller à la présidence, et l'avocat Jean-Bernard Padéré devient ministre d'État chargé des infrastructures. Les portefeuilles de la Défense et de la Sécurité ainsi que celui du ministère des Affaires étrangères conservent leurs titulaires. La Constitution, adoptée par une session parlementaire boycottée par de nombreux députés de l'opposition, renforce les pouvoirs du président tchadien avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans Premier ministre ni vice-président. En Tunisie, seulement un électeur sur 3 s'est rendu aux urnes dimanche pour les premières élections municipales de l'après-révolution. Une abstention massive qui sonne comme un désaveu cuisant pour la classe politique aux manettes depuis le printemps arabe. Au lendemain de ce scrutin, la presse et les Tunisiens ont largement réagi. On fait le point à travers ce reportage. Le taux de participation restera incontestablement une tache noire de cette première municipale tunisienne, 4e scrutin organisé dans le pays depuis la révolution de 2011. Selon l'instance en charge des élections, la participation n'a atteint que 33,7% au niveau national et seulement 26% à Tunis, la capitale, contrairement aux dernières élections nationales où le taux de participation avait dépassé les 50%. Au lendemain de ces votes marqués par une abstention massive qui sonne comme un désaveu cuisant pour la classe politique, des Tunisiens ont réagi. C'est une bonne chose que se soient déroulées les élections municipales. On sent qu'après la révolution, il y a quelque chose qui est en train de changer. J'ai constaté dans les bureaux de vote une grande abstention des jeunes que nous n'imaginions pas. Pourquoi ne sont-ils pas allés voter? Parce que les politiciens racontent beaucoup de choses, les mêmes paroles sont répétées et les électeurs ne voient pas les résultats. C'est-à-dire qu'un parti vient te voir peu avant les élections et te raconte ce qu'il va faire. Ensuite, il prend ses fonctions et les électeurs ne voient rien. Ils ne retrouvent pas les engagements pris. La presse souligne elle aussi le désenchantement des Tunisiens 7 années après la chute de la dictature de Zine El Abidine Ben Ali, entre hausse des prix, crise politique à répétition et corruption. Si les résultats officiels ne seront connus que dans les jours à venir, l'Institut de sondage Sigma crédite Ennahda de 27% des voix contre 22% à Nida Tounes, le parti au pouvoir. Les listes indépendantes, elles, sont données à 28% en score cumulé. La tension est vive au large de la Libye entre des ONG et les gardes-côtes libyens qui ont encore empêché dimanche dernier un navire humanitaire de s'approcher d'une embarcation en détresse alors que des migrants étaient à l'eau. En effet, les gardes-côtes libyens interdisent aux ONG de récupérer les migrants dans les eaux de la Méditerranée, les accusant d'être liés au réseau de passeurs. Les détails.
L'Aquarius, affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, a été prévenu par les gardes-côtes italiens de la présence d'un canot surchargé de migrants au large de Tripoli. Mais les gardes-côtes libyens, qui ont pris le contrôle de l'opération, ont interdit au navire de s'approcher, lui ordonnant même de s'éloigner lorsque des migrants ont sauté à l'eau pour tenter d'éviter d'être reconduits en Libye. En effet, les gardes-côtes libyens interdisent aux ONG de récupérer les migrants dans les eaux de la Méditerranée, les accusant d'être liés au réseau de passeurs. Dimanche, la marine libyenne a annoncé avoir secouru plus de 300 migrants dans 3 opérations distinctes, faisant état d'un mort et d'un disparu. Dans la matinée, en revanche, en l'absence de garde-côtes libyens, le voilier astral de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms a secouru 105 migrants, dont une douzaine de femmes et d'enfants, qui se trouvaient sur un canot en perdition à environ 30 miles des côtes libyennes. La coordination entre Rome et Tripoli a fait chuter drastiquement les départs vers les côtes européennes. Selon les autorités italiennes, près de 9 500 migrants ont débarqué cette année, soit une baisse de 75% par rapport à la même période en 2017. Au Bénin, les centrales syndicales ont suspendu les mouvements de débrayage qui durent depuis plus de 5 mois dans plusieurs secteurs de l'administration publique. C'était à l'issue d'une assemblée générale tenue dans les 12 départements du pays. Je vous propose d'écouter un extrait de leur déclaration. Vu que les différentes assemblées générales organisées sur toute l'étendue du territoire le 4 mai 2018 ont majoritairement décidé de la suspension des différentes motions de grève en vigueur, les centrales et confédérations syndicales encore en lutte, à savoir la COSI Bénin, la CSTB et l'UNSTB, tiennent à faire les constats ci-après. En tout état de cause, prenant acte de la situation objective de l'état du mouvement et de la volonté de la base de se réorganiser pour la poursuite de la lutte, la COSI Bénin, la CSTB et l'UNSTB décident de suspendre ce jour, lundi 7 mai 2018, le mouvement de grève en cours depuis novembre 2017 pour certains et janvier 2018 pour d'autres, et appelle les travailleurs à reprendre le service à compter du mardi 8 mai 2018. Ils doivent faire l'effort de rester en état de veille. En état de veille parce que c'est une occasion que nous donnons au gouvernement du président Talon. Il doit saisir cette occasion-là pour que, pendant la calmie, qu'il convoque les négociations, qu'il discute avec les travailleurs, les représentants des travailleurs que nous sommes, pour trouver des solutions aux différentes revendications des travailleurs. Au Burkina Faso, le comité d'organisation du Hadj 2018 a effectué une sortie médiatique. Objectif, faire le point des préparatifs du pèlerinage à la Mecque. Pour ce périple en Terre Sainte, les candidats devront débourser cette année près de 2 500 000 francs CFA, soit une légère hausse par rapport à l'année 2017. L'annonce a été faite à Ouagadougou en présence du ministre de l'administration territoriale. Des précisions avec Claude Romba. Cette année, les candidats burkinabés au Hadj devront payer 2 335 000 francs CFA pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Une somme en légère hausse par rapport au montant de l'année dernière. Et cela essentiellement pour 2 raisons. Une taxe de 5% instituée par l'Arabie Saoudite et l'augmentation des services offerts aux pèlerins. Il est composé principalement du prix du billet d'avion, donc qui n'a pas varié, parce que c'est pratiquement le même prix que l'année passée, pratiquement. Donc 1 106 560. Les prestations des agences à hauteur de 815 000. Les prestations de la Moassassa qui a varié. Moassassa, c'est les services qui s'occupent des pèlerins au niveau de Mina et de Arafat. Donc comme tente, climatisation, couchette, et tout ce qu'il y a comme service pour que le pèlerin soit à l'aise.
Le quota des pèlerins burkinabés est quant à lui maintenu à 8134 personnes. Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Simeon Sawadogo, 2 compagnies aériennes sont attributaires pour le transport des fidèles vers la Terre Sainte. Air Burkina, avec son partenaire, va transporter 3600 pèlerins, la moitié. L'autre moitié sera transportée par l'une des compagnies qui nous avait été proposée par le ministre du Hadj. Nous avons proposé Nesma, Saoudia et puis Flynas qui nous a transporté l'an passé. Comme innovation cette année, les inscriptions des candidats au Hadj 2018 se feront en ligne à partir du 4 mai jusqu'au 15 juin prochain. Hors du continent africain, Vladimir Poutine a prêté serment pour son 4e mandat à la présidence de la Russie jusqu'en 2024. C'était lors d'une cérémonie solennelle au Grand Palais du Kremlin en présence des présidents des 2 chambres du Parlement russe et celui de la Cour constitutionnelle. Le point à travers ces images. Réélu en mars avec 76,7% des voix, soit le score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine s'est imposé plus que jamais comme l'homme fort d'une Russie qu'il a replacé au premier rang sur la scène internationale au prix de tensions croissantes avec les Occidentaux. Après déjà 18 ans aux commandes, il a prêté serment pour son 4e mandat à la présidence, soit jusqu'en 2024. En ce moment d'investiture, au devoir du président de la Russie, je suis particulièrement conscient de ma responsabilité colossale devant chacun de vous, devant tout notre peuple multinational, devant la Russie, ce pays de grandioses victoires et d'accomplissements. Je considère comme mon devoir et le sens de ma vie de faire tout mon possible pour la Russie, pour son présent et pour son avenir. Je remercie de tout mon cœur les citoyens russes pour votre solidarité, avec la conviction que nous pouvons faire une différence pour le mieux. Encore une fois, je veux vous dire merci. Merci pour le soutien sincère que vous, citoyens de Russie, m'avez apporté à l'élection présidentielle. La cérémonie d'investiture s'est déroulée devant les députés, les sénateurs et des personnalités du monde culturel russe réunis au Kremlin. Le scrutin qu'il avait remporté en arrivant très loin devant ses adversaires avait été qualifié de transparent au maximum par la commission électorale. L'opposition et les ONG russes avaient de leur côté fait état de milliers d'irrégularités, notamment de bourrages d'urnes et d'électeurs emmenés voter par autocars entiers sous pression de leur employeur. La cérémonie d'investiture a été précédée par une série de manifestations anti-Poutine organisées samedi dans toute la Russie à l'appel du principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny. Ces rassemblements, qui avaient été interdits par les autorités, ont souvent été dispersés violemment et ont débouché sur plus de 1500 arrestations, dont celle de Navalny, relâché peu après. Sauf réforme constitutionnelle, Vladimir Poutine ne pourra pas être à nouveau candidat en 2024, la constitution russe interdisant de briguer plus de 2 mandats consécutifs. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.